La mission du GIEC est de faire un diagnostic critique sur tout ce qui touche à l'action les conséquences des activités humaines sur notre climat. Et le GIEC s'est organisé autour de 3 rapports, celui du groupe 1, groupe scientifique, le groupe 2 plus sur les impacts et disons l'adaptation, le groupe 3 plus sur les aspects socio-économiques. Disons, une fois que les auteurs sont sélectionnés, nous avons eu par exemple dans le groupe scientifique 1000 candidatures pour à peu près 250 auteurs, et bien le rapport se rédige sur à peu près 2 ans avec une revue externe, et ces commentaires doivent être pris en compte par les auteurs du rapport du GIEC. Alors sur ce gros rapport s'ajoute un rapport technique, puis un résumé pour décideurs, qui a cette particularité qui doit être approuvé par les représentants des gouvernements. Et donc l'approbation est très importante, parce qu'une fois que l'approbation a été faite, eh bien c'est une adoption au sens fort pour moi, qui fait que les représentants des gouvernements, une fois qu'ils l'ont adopté, on l'emmène avec eux et en fait s'en servent, et je crois que c'est ça l'objectif du rapport du GIEC. L'expertise scientifique est claire. Pour nous, elle se juge largement à travers les publications dans des revues à comité de lecture. C'est un de nos critères de choix, disons, des auteurs. Évidemment, on a aussi un critère géographique. On souhaite que tous les continents soient représentés. Mais sur chaque thème, par exemple, si on veut être auteur dans le chapitre sur le niveau de la mer, je dirais, bien sûr, il faut déjà avoir publié en tout cas des articles assez visibles dans ce domaine. Donc l'expertise repose vraiment sur des travaux de recherche auxquels les auteurs ont contribué dans le domaine d'intérêt pour lequel ils portent de l'intérêt. C'est d'abord notre atmosphère, la composition de l'atmosphère se modifie de façon très rapide, avec une augmentation d'effet de serre importante. Cette année, nous venons de dépasser 400 parties par million, alors que nous n'étions qu'à 280 il y a 200 ans, et puis beaucoup plus faible, en dessous de 200 en période glaciaire. Donc ce sont des changements très importants de la composition de l'atmosphère, en gaz carbonique, méthane, autres gaz à effet de serre, qui se poursuivent à un rythme beaucoup plus rapide que nous l'envisagions il y a quelques années. Face à ça, disons un réchauffement qui se poursuit, et surtout un réchauffement à venir qui risque d'être d'autant plus important, dont on sait qu'il sera d'autant plus important que nous émettons de plus en plus de gaz à effet de serre, avec des conséquences dans beaucoup de domaines. Donc les conséquences, elles sont de différents types. D'abord, l'augmentation de température, une augmentation de 3-4 degrés à la fin du siècle, en moyenne, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. C'est la moitié d'un changement entre période glaciaire et interglaciaire que nous imposerions à notre planète en moins d'une centaine d'années, alors que de façon naturelle, ça a pris des milliers d'années. Donc cette rapidité est importante. Changement des précipitations, avec a priori moins de précipitations où il y a déjà, disons, pas suffisamment. Donc des risques de sécheresse supplémentaire, d'inondations dans d'autres régions, des conséquences sur l'élévation du niveau de la mer. Les régions côtières sont affectées. Quand on parle d'une élévation du niveau de la mer entre 50 cm et 1 mètre d'ici la fin du siècle, c'est quelque chose d'important, même pour les régions françaises. Il ne faut pas penser que nous sommes, disons, à l'abri de ces conséquences. Des conséquences, bien sûr peut-être moins importante, mais la disparition des glaciers dans les régions alpines, sauf en très haute altitude, la diminution des saisons d'enneigement, c'est important pour le tourisme, c'est aussi important pour la disponibilité des ressources en eau. En France, mais aussi sur tout le massif himalayen, il y a 1 milliard d'habitants dont l'alimentation en eau dépend de ce qui tombe sur ces massifs montagneux. Donc il faut bien comprendre cela. Des conséquences sur la santé, voilà, avec disons des vecteurs de maladies tropicales qui pourraient se sentir beaucoup mieux dans des climats, disons, plus européens, par exemple, et on commence à voir certains indices dans ce domaine-là. L'océan ne sera pas, exempt de conséquences. L'acidification de l'océan, le gaz carbonique rentre en partie dans l'océan, à peu près un quart chaque année de ce que nous émettons, fait que une difficulté de former des coquilles de foraminifères, les récifs coralliens seront mis à mal. Donc tout cela, ce sont des conséquences importantes dont on doit prendre la mesure, et effectivement on doit, je crois, ça plaide de façon très claire pour un nouveau mode de développement, disons, aller à marche forcée vers une société sobre en carbone.